Nous parlerons du moment où deux des royaumes les plus puissants d'Europe se retrouvent face à face, leur destin lié non par un traité de paix ou une diplomatie amicale, mais par une question qui semble insoluble. Qui devrait réellement porter la couronne de France? Il ne s'agit pas d'un simple différend entre cousins rivaux. C'est une question qui va dominer le continent pendant plus d'un siècle, causant une destruction sans fin, façonnant l'identité des nations, et créant des héros qui résonnent encore à travers les siècles. Bienvenue dans l'histoire de la guerre de 100 ans, ce conflit intermittent mais terriblement persistant entre l'Angleterre et la France, où chaque bataille était une perte vertigineuse, où chaque traité était un mensonge qui attendait d'être découvert, et où une jeune fille d'un humble village allait transformer le cours du destin européen. Pour comprendre pourquoi l'Angleterre et la France allaient se battre pendant 116 années, nous devons d'abord remonter, bien au-delà de 1337. Nous devons revenir à 1066, à un moment qui aurait dû unir les deux royaumes, mais qui les condamna plutôt à un siècle et demi de conflit. C'est l'année où Guillaume, duc de Normandie, a traversé la Manche avec une armée de conques. Errant déterminé. En 15 jours à peine, il a remporté la bataille de Hastings contre le roi saxon Harold, tuant le monarque anglais sur le champ de bataille même. Ce qui s'est ensuivi, c'est la dernière invasion réussie de l'Angleterre. Une transformation du royaume qui allait durer près de 1000 ans. Guillaume le Conquérant n'était pas seulement un simple envahisseur qui prenait un trône et oubliait sa terre natale. Il restait profondément attaché à la Normandie, à cette province française dont il avait hérité le titre de duc. Et c'est ici que commence réellement notre histoire. Pendant les 200 ans qui ont suivi la conquête normande, les rois anglais n'ont jamais cessé de détenir d'importants territoires français. Ils ne les tenaient pas comme sujets du roi de France, mais plutôt comme des vassaux récalcitrants qui reconnaissaient techniquement l'autorité royale française tout en gouvernant leurs terres avec une quasi-indépendance. Au moment où Henri Plantagenet arrive sur la scène, la situation devient extraordinairement compliquée. Henri, qui allait devenir Henri II d'Angleterre en 1154, hérité du duché de Normandie et du comté d'Anjou de sa famille. Mais ce qui a vraiment changé sa destinée, c'est son mariage avec Éléonore d'Aquitaine. Cette femme n'était pas simplement une princesse quelconque. Elle était l'héritière de l'Aquitaine, l'une des plus riches et des plus vastes régions de ce qui allait devenir la France. Avec elle, Henri a acquis un territoire qui représentait plus de la moitié de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme la France. Imaginez, le roi d'Angleterre contrôlait effectivement plus de territoire français que le roi de France lui-même. Cette situation était la source d'un malaise fondamental qui allait poursuivre les rois de France pendant plusieurs générations. Comment pouvez-vous être le roi d'un pays quand un roi étranger possède plus que la moitié de votre territoire? C'est une question qui torture les monarques français au fil des décennies. Louis VII, le roi de France du temps de Henri II, regardait avec une appréhension croissante cet angevin trop puissant. Et ses successeurs n'allaient pas abandonner cette inquiétude. Lentement, progressivement, les rois de France commencèrent une longue campagne pour récupérer les terres perdues au Plantagenet. Ils utilisaient les mariages, les traités, et finalement la guerre pour affaiblir progressivement l'Empire angevin. Au fil de 200 ans, territoire après territoire revenait entre les mains françaises. Puis, en 1328, quelque chose de monumental se produit. Le dernier roi de la lignée directe capétienne, Charles IV, meurt sans héritier mâle. C'est un moment crucial dans l'histoire de la monarchie française. La question devient immédiate et urgente. Qui doit maintenant porter la couronne? C'est ici qu'Édouard III d'Angleterre entre en scène. Et c'est ici que les tensions qui ont couvé pendant 200 ans sont enfin sur le point d'exploser. Édouard III est le petit-fils du dernier roi capétien Charles IV. Par sa mère, Isabelle de France, il descend directement de la lignée royale. Il argue donc qu'il a le droit légitime, d'hériter du trône de France. Mais les nobles français ne peuvent pas accepter cela. Un roi anglais en France. C'est impensable. Donc les Français invoquent une loi ancienne, la loi salique, une obscure disposition médiévale qui stipule que la succession à la couronne ne peut pas passer par une femme. Puisque la mère d'Édouard est une femme, son droit est annulé. À la place, les nobles français choisissent Philippe VI de Valois, un cousin éloigné du roi décédé. C'est une décision qui aura des conséquences terrifiantes. Au début, Édouard accepte cette situation.
C'est un roi pragmatique, un calculateur politique. Il reconnaît Philippe comme roi de France en échange du droit de conserver la Gascogne, ce dernier bastion d'une ancienne gloire anglaise. Pendant 10 ans, une paix précaire existe entre les deux royaumes. Mais sous cette surface, les tensions montent. Il y a des querelles mineures sur le contrôle de la Gascogne. Il y a une question d'honneur féodal. Édouard, en tant que duc de Gascogne, ne devrait-il pas être vassal du roi de France? Cette vassalité féodale, d'ailleurs, c'est un concept médiéval qui semble quasiment absurde pour notre époque. Essentiellement, Édouard était considéré par la loi comme le serviteur du roi de France, même s'il était également roi d'Angleterre. C'est une contradiction qui ronge les deux côtés. Puis, en 1337, la situation dégénère complètement. Philippe VI de France confisque la Gascogne, le seul territoire français que les Anglais conservent vraiment. C'est une provocation délibérée, une humiliation. Et Édouard, cette fois, ne peut pas la supporter. Il se déclare roi de France de plein droit, rejette complètement la légitimité de Philippe et se prépare pour la guerre. Ce moment, le 24 mai 1337, marque le début officiel de ce que les historiens allaient plus tard appeler la guerre de 100 ans. Bien que, bien sûr, personne à l'époque ne savait que ce conflit durerait effectivement 116 ans. C'était supposé être une succession de campagnes, peut-être quelques années de conflits intensifs. Personne ne pouvait imaginer que cela allait consumer les vies de 5 générations de rois. Ce qui rend la première phase de la guerre de 100 ans particulièrement intéressante, c'est qu'Édouard III et les Anglais ne se contentent pas de déclarer la guerre depuis leur île. Ils mènent effectivement l'invasion. Les navires anglais traversent la Manche, les archers anglais posent le pied sur le sol français, et quelque chose d'extraordinaire se produit. L'Angleterre, un petit pays insulaire, commence à battre la France, le royaume le plus riche, le plus peuplé et le plus puissant d'Europe occidentale. La première grande victoire anglaise arrive en 1340 à Sluis. C'est une bataille navale, et elle revêt une importance vitale car elle donne à Édouard le contrôle du canal anglais. Les navires français sont ancrés dans le port de Sluis, attendant les Anglais comme des canards assis. Ce que les Français ne réalisent pas, c'est qu'Édouard dispose d'une arme que les Français ne peuvent tout simplement pas contrer. Les archers anglais à longue portée. Imaginez des milliers d'hommes équipés d'arcs longs, capables de tirer des flèches à des distances stupéfiantes avec une précision remarquable. Ces archers dévastent les navires français. La victoire est tellement complète que plus tard, un observateur prétendra que si les poissons de la Manche pouvaient parler, ils seraient francophones, tant il y avait de cadavres français dans l'eau. Mais celui n'est que le début. La vraie catastrophe française arrive en 1346 à Crécy. C'est à Crécy que se cristallise le contraste militaire entre les deux nations. Édouard III mène une armée d'environ 12 000 hommes en Normandie. Philippe VI de France, enragé par cette invasion, rassemble une force considérablement plus grande, peut-être 40 000 combattants. Les Français sont des chevaliers lourdement armés, l'élite militaire de l'époque. Ils portent du platemel, ces costumes d'armure complète qui pèsent de 40 à 60 livres. Ils sont montés sur des destriers massifs, des chevaux de guerre qui coûtent plus cher qu'une maison. Ils sont magnifiques, impressionnants, et pratiquement invulnérables aux armes médiévales ordinaires. Sauf qu'Édouard III ne dépend pas des armes ordinaires. Il dépend des archers anglais et de ce qui allait devenir la clé de la supériorité anglaise pendant presque tout le conflit. L'arc long. L'arc long anglais est une arme qui fait environ 6 pieds de long et nécessite une force considérable pour le manier. Un archer entraîné peut tirer 12 flèches par minute, et à une distance de 150 yards, une flèche d'un arc long peut percer une armure de plaque. Édouard III a construit sa stratégie autour de ces hommes. À Crécy, Édouard établit ses positions sur un terrain surélevé, avec un flanc couvert par une forêt et l'autre par un village. Les archers anglais se positionnent en une formation de coin, créant une structure défensive naturelle. Les chevaliers à cheval sont stationnés derrière eux, en réserve. Les Français arrivent, vus de loin, magnifiques dans leurs armures brillantes. Et puis commence le carnage. Les archers anglais lâchent leur première volée. Imaginez cela, des milliers de flèches pleuvent du ciel. Les chevaux français, créatures magnifiques et terrifiées, sont frappés. Ils ruant, lancent leurs cavaliers. Certains fuient. Les chevaliers qui parviennent à avancer doivent se frayer un chemin à travers les terres marécageuses et inégales. Beaucoup tombent avant même d'approcher les Anglais. Quand ils arrivent enfin au contact, les Anglais sont prêts. Les chevaliers français, lourdement blindés et fatigués par leur approche difficile,
sont écrasés par une combinaison d'archers continuant à tirer et de piquiers anglais équipés de lances courtes tranchantes. La bataille de Crécy dure un jour. Les pertes françaises sont estimées entre 4 000 et 16 000 morts. Les pertes anglaises, environ 300. C'est une défaite si catastrophique que cela aurait dû marquer la fin de la guerre. Une victoire française était censée être inévitable. Au lieu de cela, le plus riche royaume d'Europe vient de subir une débâcle humiliante face à un petit roi insulaire et ses archers. Mais Édouard ne s'arrête pas là. Il poursuit vers le nord jusqu'à Calais, une ville côtière importante qui fournit un accès à la Manche. Le siège de Calais dure presque un an entier, de 1346 à 1347. C'est un siège de patience et de pur blocus. Calais souffre de la famine. Aucun ravitaillement ne peut entrer. Édouard établit un camp permanent et refuse simplement de partir. Finalement, après plus de 4 mois de siège, Calais se rend. Édouard gagne un port de pied en France, une base à partir de laquelle il peut commander le canal anglais et dominer le commerce européen. Les années suivantes voient une continuation de ce pattern écrasant. En 1356, le fils d'Édouard, connu sous le nom d'Édouard le Prince Noir, remporte une victoire spectaculaire à la bataille de Poitiers. Là aussi, c'est la supériorité de l'arc long qui décide de la journée. Là aussi, ce sont les archers anglais qui anéantissent la chevalerie française. Et là, le roi de France lui-même, John II le Bon, est capturé. Imaginez cela, le roi de la plus grande puissance militaire d'Europe, avec le plus grand trésor, avec les plus beaux châteaux, est maintenant prisonnier des Anglais. Par 1360, la France a eu assez. Les Anglais occupent un tiers du pays. Le roi est captif. Les nobles français sont morts par milliers. Un traité devient nécessaire. C'est le traité de Bretigny, signé le 25 mai 1360. Au terme de ce traité, Édouard III renonce techniquement à sa revendication sur la couronne de France, mais il reçoit, en pleine souveraineté, l'Aquitaine, la Gascogne et plusieurs autres territoires français importants. C'est une victoire énorme pour l'Angleterre. Édouard a consolidé un empire français qui représente près d'un tiers du royaume. Mais les victoires d'Édouard III masquent une réalité plus profonde. L'Angleterre ne peut tout simplement pas maintenir indéfiniment une position de force sur le continent. Les guerres coûtent horriblement cher. Les armées doivent être entretenues, nourries, approvisionnées. Les navires doivent être construits et entretenus. Les châteaux doivent être tenus par des garnisons. Et la France, malgré ses défaites catastrophiques, reste plus grande, plus riche et plus peuplée que l'Angleterre. Elle peut absorber les pertes et continuer à combattre. L'Angleterre ne le peut pas. Pire encore, la France obtient maintenant un leader d'une compétence extraordinaire. Quand Charles V monte sur le trône en 1364, après la mort de son père le roi captif, il apporte avec lui une nouvelle stratégie. Charles V, connu sous le nom de Charles le Sage, n'essaie pas de combattre les Anglais au combat ouvert. À la place, il adopte une stratégie que les Anglais vont mépriser comme étant déloyale, mais qui va s'avérer extraordinairement efficace. La guerre de guérilla, le blocus économique et les attaques sur les approvisionnements. Et pour mener cette campagne, Charles V dispose d'un leader militaire qui est probablement l'égal de n'importe quel commandant de son époque. C'est Bertrand du Guesclin, un Breton d'origine humble qui s'est élevé jusqu'à devenir connétable de France, le plus haut commandement militaire du royaume. Du Guesclin ne croit pas à la chevalerie de l'honneur, aux chars héroïques face aux archers anglais. Il croit à la pratique. Il harcèle les approvisionnements anglais. Il attaque les garnisons isolées. Il reprend lentement, un château après l'autre, les terres que les Anglais avaient capturées avec tant de panache. C'est une campagne de patience qui dure 2 décennies. Du Guesclin meurt en 1380, complètement ruiné par ses campagnes incessantes, ayant dépensé chaque pièce de monnaie qu'il a jamais gagnée pour financer la guerre. Mais avant sa mort, il a accompli quelque chose de remarquable. Les Anglais, qui contrôlaient un tiers de la France au moment du traité de Bretigny, ne contrôlent maintenant que Calais, Cherbourg, Bordeaux et quelques autres points fortifiés côtiers. L'immense empire que Crécy et Poitiers avaient conquis s'est évaporé. Pendant ce temps, en Angleterre, les choses s'agitent également. Édouard III vieillit. Son fils, le prince noir, tombe malade et meurt prématurément. La succession devient contestée. Richard II, petit-fils d'Édouard III et fils du prince noir, monte sur le trône en 1377. Mais c'est un roi instable, imprévisible et souvent maladif. Ses nobles contestent son autorité. Sa politique étrangère est désastreuse. Et finalement, il est forcé d'abdiquer en 1399 en faveur de Henri Bolingbroke, qui devient Henri IV. Henri IV n'a aucun intérêt légal véritable à la couronne.
C'est un coup politique pur. Mais il stabilise le royaume anglais, et pendant une vingtaine d'années, il y a une paix relative entre l'Angleterre et la France. Calais demeure entre les mains anglaises, mais c'est à peu près tout. C'est une période de respiration, une accalmie avant une nouvelle tempête. Cette période de paix relative, du traité de Bretigny jusqu'aux premières années du XVe siècle, est en réalité une période d'agitation souterraine. La France n'a pas vraiment accepté la perte de ses territoires. Les Anglais n'ont pas accepté qu'ils seraient exclus du continent européen. Et en France en particulier, la situation politique devient étrangement instable. Le roi de France, Charles VI, est un homme malade. À la fin du XIVe siècle, il commence à souffrir de ce que les historiens pensent être la schizophrénie ou peut-être une autre forme de psychose. Il a des crises de démence où il ne reconnaît pas son propre nom, où il croit qu'il est en verre et refuse de s'asseoir de peur de se briser. Il danse nu dans les couloirs royaux. Il attaque ses propres courtisans. C'est une situation de cauchemar pour un royaume. Avec le roi incapacité, le pouvoir en France tombe dans les mains d'une clique de nobles rivaux. Et ces rivaux ne s'aiment pas. Deux factions principales émergent. Les Armagnacs, qui soutiennent le frère du roi, Louis, et sa faction, et les Bourguignons, qui soutiennent le duc de Bourgogne, Jean sans peur. Ces deux groupes ne font pas que se disputer le pouvoir politique. Ils se battent littéralement dans les rues de Paris. C'est une véritable guerre civile, un conflit intestin qui déchire le régime français de l'intérieur. Et c'est dans ce moment de chaos français qu'Édouard III d'Angleterre meurt, en 1377. Avec sa mort, son fils aîné Henri V n'existe pas encore. Le prince noir est mort avant son père. La succession passe à Richard II. Richard, comme nous l'avons mentionné, est un roi faible et imprévisible. Puis vient Henri IV, qui est un peu meilleur mais qui dépense la majeure partie de son règne à stabiliser sa position interne en Angleterre face aux rébellions écossaises et galloises. Pendant ce temps, les relations entre l'Angleterre et la France se stabilisent dans un état qu'on pourrait appeler une trêve congelée. Il n'y a pas de grande guerre, mais il n'y a pas non plus de paix véritable. Les deux royaumes se regardent à travers la Manche avec suspicion. Il y a des mariages diplomatiques. Richard II épouse Isabelle de France, la fille du roi Charles VI d'Aimant, une tentative de sceller une alliance à travers le mariage. Mais ces arrangèmes, en dynastique, ne règlent rien vraiment. Ils masquent juste les blessures profondes. Et puis Henri IV meurt en 1413, et son fils, Henri V, hérite du trône. C'est un homme différent des rois qui l'ont précédé. Henri V est jeune, dynamique, militairement doué, et obsédé par l'idée de restaurer la grandeur anglaise en France. Les nobles de Henri V ont perdu des fortunes dans le conflit avec la France. Ils ont des revendications territoriales que l'Angleterre ne possède plus. Et Henri V est réceptif à leurs demandes. Il rassemble ses conseillers, consulte ses nobles, et prend une décision fatidique. L'Angleterre va retourner à la guerre avec la France. Quand Henri V traverse la Manche en 1415, c'est avec une armée de moins de 10 000 hommes, mais c'est une armée de guerriers d'expérience. Il débarque au port de Harfleur et lance immédiatement un siège. Harfleur est une ville fortifiée, une clé pour le contrôle de la Normandie. La ville résiste avec détermination, mais finalement, après plusieurs semaines, elle se rend. Cependant, le siège a coûté aux Anglais un temps précieux. La saison de campagne avance. Les maladies, particulièrement la dysenterie, ont ravagé l'armée anglaise. Henri a maintenant moins de 6 000 hommes en bon état. À la place de marcher directement sur Paris, Henri décide de faire une incursion de pillage à travers la Normandie en direction de Calais, une ville anglaise qui représente une base sûre. Il espère probablement inciter les Français à une bataille qu'il peut remporter. Et c'est exactement ce qui se passe. Les Français, enfin unis par l'appel à l'honneur national, rassemblent une grande armée. Certaines estimations suggèrent environ 20 000 hommes, bien que des chiffres de 36 000 ont aussi été proposés. Ce qui est certain, c'est que les Français ont une supériorité numérique massive. Henri, réalisant qu'il ne peut pas éviter le combat, se prépare pour une dernière bataille. Le 25 octobre 1415, près du village d'Agincourt dans le nord de la France, les deux armées se rencontrent. C'est une journée qui va entrer dans la légende, et une journée qui montre que les leçons de Crécy et de Poitiers n'avaient pas été oubliées par les Anglais. Mais elles n'avaient pas non plus été vraiment apprises par les Français. Henri V positionne ses hommes dans un étroit passage entre deux forêts, une disposition qui empêche les Français de flanquer ces positions. Il positionne ses archers au centre, protégés par des piquets de pieux pointus enfoncés dans le sol. Les chevaliers anglais se positionnent derrière les archers. Et puis il attend. Les Français chargent. C'est une vision magnifique et terrifiante.
des milliers de chevaliers lourds à cheval, résonnant du bruit de leurs sabots et du cliquetis de l'acier. Mais dès qu'ils approchent, les archers anglais lâchent leurs flèches. Les chevaux tombent. Les chevaliers, démontés et épuisés, trébuchent en avant à travers le boue et les cadavres des chevaux morts. Quand ils arrivent enfin en contact, ils sont trop épuisés pour combattre efficacement. Ce qui suit est une mêlée horrible où la discipline anglaise et la puissance de feu des archers dépassent largement le nombre français. Les chevaliers français, dans leurs armures lourdes, deviennent des proies faciles pour les piquiers anglais armés de lances courtes et de haches. C'est un carnage. Selon une source, environ 7000 soldats français sont tués, tandis que seulement environ 300 Anglais meurent. La bataille d'Agincourt est une victoire si complète que c'en est presque incroyable. Les Français, qui ont dominé la chevalerie européenne pendant des siècles, viennent d'être dévastés par un roi anglais et ses archers. C'est une capitulation non seulement militaire mais morale. Agincourt devient le symbole de la supériorité anglaise, une victoire tellement dominante qu'elle donne à Henri une autorité que presque aucun souverain médiéval aurait pu revendiquer. Après Agincourt, Henri V ne s'arrête pas. Il retourne en Angleterre, lève une armée plus grande et revient conquérir la Normandie. Ville après ville tombe aux Anglais. Rouen, le cœur de la Normandie, subit un siège horrible qui dure des mois. Quand elle finit par se rendre en 1419, Henri est effectivement le maître du nord de la France. Et puis, le 14 juillet 1420, se produit quelque chose qui semble impossible. Henri V conclut le traité de Troyes avec le roi dément de France, Charles VI. Au terme du traité, Henri V est déclaré héritier de la couronne de France. Henri épousera Catherine, la fille de Charles VI. Et quand Charles mourra, Henri sera roi de la France ainsi que de l'Angleterre. C'est l'accomplissement du rêve d'Édouard III. Un roi anglais va régner sur la France. L'impossible semble avoir été réalisé. Mais l'impossible n'était pas aussi stable qu'il l'apparaissait. En 1422, juste 2 ans après le traité de Troyes, Henri V meurt. Il meurt de ce qui semble être une dysenterie, une maladie vulgaire pour un roi si grand. Il n'a que 34 ans. 2 mois plus tard, le roi Charles VI de France meurt également. Henri V a un fils en bas âge, Henri VI, qui a maintenant à peine plus que 9 mois. Et au terme du traité de Troyes, ce bébé est maintenant roi de l'Angleterre et de la France. C'est une situation absurde. Un bébé est censé être le roi des 2 plus grandes puissances d'Europe. Bien sûr, ce n'est pas réellement le bébé qui gouverne. Son régent, le duc de Bedford, un oncle d'une compétence militaire remarquable, prend le contrôle. Bedford se montre capable de maintenir la domination anglaise en France pendant les premières années, remportant une grande victoire à Verneuil en 1424. Mais quelque chose est en train de changer en France. L'unité qui avait été imposée par le traité de Troyes commence à se désagréger. Des nobles français se demandent pourquoi ils devraient accepter qu'un bébé anglais, un enfant sans légitimité française réelle, soit leur roi. Le dauphin, le fils du roi Charles VI, est toujours vivant, et il réclame le trône français. C'est un homme faible et vacillant, sans beaucoup de grâce personnelle, mais il est français, et pour beaucoup de Français, cela suffit. Et puis, en 1429, quelque chose d'extraordinaire se produit. Un événement si improbable, si surréaliste, que si ce n'était pas historiquement vérifié, on pourrait penser que c'est une fiction. De la campagne lointaine d'une petite région française appelée la Lorraine, une jeune fille émerge. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Elle est analphabète, sans formation militaire, simple paysanne. Mais elle prétend avoir entendu des voix, des messages directs de Dieu lui ordonnant de sauver la France. Les voix, dit-elle, sont celles de Saint Michael, Catherine et Margaret. Et elles lui disent qu'elle doit aller au dauphin et lui dire d'arrêter de se cacher. Elles lui disent que Dieu a choisi la France, et qu'elle, Jeanne, en est l'instrument de libération. Normalement, les nobles d'un royauté en déclin écouteraient une telle femme avec du mépris. Une paysanne analphabète prétendant être une messagère de Dieu, ce serait trop aisé à rejeter. Mais ce qui fait la différence, c'est le désespoir français. Le dauphin, assis dans ses territoires du Sud, n'est plus qu'une figure de papier. Les Anglais contrôlent les meilleures terres. Le moral français est à zéro. Et une jeune fille avec une conviction absolue et une aura de mission religieuse arrive juste au moment où la confiance française est au plus bas. Contre toute attente, le dauphin accepte de la voir. Et quand Jeanne entre dans sa salle du trône, quelque chose d'étrange se produit. Elle le reconnaît immédiatement, même sans avoir jamais été au palais auparavant, même parmi tous ses courtisans. Elle l'appelle par les noms qu'il faut. Elle parle avec une autorité qu'une paysanne ne devrait jamais posséder. Et les courtisans, qui observent, commencent à croire. Peut-être, pense-t-il, peut-être que c'est réel.
Peut-être que Dieu a vraiment envoyé une jeune fille pour sauver la France. Jeanne demande une armée. Elle demande à mener une armée vers Orléans, la ville française assiégée par les Anglais qui refusent de tomber. Les généraux français hésitent. C'est une femme. C'est une paysanne. Mais le dauphin, D'Espérate, donne son accord. Il lui fournit une armée d'environ 7000 hommes sous le commandement d'expérimentés généraux français. Ce qui arrive ensuite est quelque chose qui défie toute explication rationnelle. Jeanne d'Arc mène cette armée à Orléans. Et en moins de 9 jours, le siège anglais est levé. Les Anglais, qui ont assiégé la ville pendant des mois, qui avaient construit des fortifications élaborées, qui pensaient pouvoir compter sur la faim pour forcer la reddition, fuient juste devant cette jeune fille. Elle crie, elle fonce en avant sur son cheval blanc, un drapeau blanc et bleu dans ses mains, et les Anglais perdent leur courage. Même leurs généraux d'expérience qui ont vaincu les Français des douzaines de fois ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Pourquoi les leur fuit-il devant une paysanne analphabète? Pourquoi la peur, une peur primitive et panique, s'est-elle emparée des cœurs de ces guerriers endurcis? Après Orléans, Jeanne continue. Elle inspire les Français à une série de victoires miraculeuses. À Patay, elle aide les Français à infliger une terrible défaite à une armée anglaise sous le commandement de Sir John Talbot, l'une des plus grandes figures militaires anglaises de l'époque. C'est une cascade de victoires que personne n'aurait pu prévoir. Le moral français, qui avait été à zéro quelques mois auparavant, remonte en flèche. Les villes commencent à se rebeller contre la domination anglaise et à se ranger du côté du dauphin. Et puis, en juillet 1429, le dauphin est couronné roi de France à Reims. C'est un événement symboliquement puissant. Sous la protection et l'inspiration de Jeanne d'Arc, l'héritier français a été couronné dans la cathédrale traditionnelle, réaffirmant la légitimité de la maison de Valois. Mais la fortune a un moyen de se retourner. En mai 1430, Jeanne d'Arc est capturée par des alliés bourguignons des Anglais lors d'une sortie près de Compiègne. Elle est immédiatement remise aux Anglais, qui la traitent comme un prix de guerre inestimable. Ils ne la tuent pas immédiatement. À la place, ils l'accusent de sorcellerie et d'hérésie et la traduisent en procès ecclésiastique. C'est un procès orchestré, un spectacle politique où chaque témoignage, chaque moment du drame, est conçu pour saper la crédibilité de Jeanne. On lui demande de nier les voix. On lui demande d'avouer qu'elle a été trompée par des démons plutôt que par des saints. Et le clergé, qui dépend en grande partie du patronage anglais pour son autorité, rend un jugement prévisible. Jeanne est déclarée coupable d'hérésie. Elle est remise au bras séculier pour l'exécution. Le 30 mai 1431, à Rouen, une jeune fille de 19 ans est attachée à un bûcher et brûlée vivante. Ses dernières paroles, rapportées par les observateurs, invoquent le nom de Jésus. Et là, sur les flammes fumantes de ce bûcher, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les Anglais, qui pensaient qu'en tuant Jeanne, ils tueraient aussi le mouvement français, réalisent immédiatement que c'est une erreur catastrophale. Jeanne devient martyre. Elle devient une sainte. Et le mouvement français devient plus fort après sa mort qu'il ne l'était avant. Le reste de la guerre de 100 ans devient une lente agonie pour l'Angleterre. Oui, les Anglais sont techniquement toujours en possession de Calais et d'une poignée de forteresses côtières. Mais le grand rêve du traité de Troyes, le rêve de Henri V qu'un roi anglais règne sur la France, est complètement mort. Les Français, inspirés par l'exemple de Jeanne, et guidés maintenant par des généraux de plus en plus habiles, reprennent lentement leurs terres. Et pendant ce temps, en Angleterre, une tragédie domestique est en train de se dérouler. Henri VI, le bébé qui aurait dû unifier l'Angleterre et la France, grandit pour devenir un roi incohérent et inefficace. Il souffre de crises de démence similaires à celles de son grand-père français. Il est doux de nature, mais faible comme un chef. Et comme il n'y a pas d'héritier direct, les nobles anglais commencent à se battre pour le pouvoir. La tension entre les grandes familles, particulièrement entre les York et les Lancaster, commence à monter. Et cette tension finira par déclencher une lutte civile sanglante connue sous le nom de la guerre des Roses. Mais nous revenons d'abord à la France. Avec Jeanne d'Arc comme symbole et martyr, et avec des généraux français qui ont appris les tactiques des Anglais, la reconquête commence en earnest. Une par une, les villes tombent. Reims est reprise. Troyes se rend. Fontainebleau capitule. Même Bordeaux, la grande citadelle aquitaine qui avait été entre les mains anglaises pendant presque 300 ans, finit par se rendre. Ce qui est intéressant, c'est la nature de la reconquête française. Ce n'est pas un simple balayage militaire. C'est une reconquête politique et économique. Les villes françaises, qui avaient l'habitude de payer des impôts aux collecteurs anglais, commencent à penser que le dauphin couronné, désormais roi légitime Charles VII, offre une meilleure alternative. Les Anglais,
affaiblis chez eux par la lutte contre les Écossais, les Gallois, et bientôt les uns avec les autres dans les guerres des Roses, ne peuvent pas envoyer suffisamment de renforts pour maintenir le contrôle. Et il y a un autre facteur qui joue en faveur des Français, le duc de Bourgogne. Pendant la majeure partie de la guerre, la Bourgogne, même si nominalement féodale à la France, s'était effectivement alliée aux Anglais. Le duc de Bourgogne était riche, puissant et en grande partie indépendant. Mais même les Bourguignons réalisent progressivement que l'avenir appartient aux Français. En 1435, le duc de Bourgogne signe un traité avec le roi français Charles VII. Cela élimine effectivement la dernière alliance majeure des Anglais sur le continent. À partir de 1435, la reconquête française s'accélère. C'est une process systématique, presque bureaucratique. Les généraux français ne commettent pas les erreurs que leurs prédécesseurs ont commises. Ils ne chargent pas stupidement en masse dans les rangs des archers anglais. Ils utilisent leurs propres archers. Ils utilisent les canons, qui commencent maintenant à jouer un rôle de plus en plus important dans la guerre médiévale. Et ils utilisent des soldats de métier entraînés et disciplinés, pas la chevalerie féodale traditionnelle. En 1452, la dernière grande armée anglaise en France est complètement écrasée à la bataille de Castillon. C'est une bataille où les canons français jouent un rôle décisif. Les Anglais, commandés par le célèbre général John Talbot, maintenant un homme très âgé, chargent directement dans les canons et l'infanterie française. C'est un désastre. Les Anglais sont balayés. Talbot est capturé. Et après Castillon, il n'y a essentiellement plus d'armée anglaise en France pour les Français à combattre. Le siège final arrive à Bordeaux en 1453. C'est une ville qui avait été entre les mains anglaises pendant près de 300 ans. C'est un grand port commercial, une source immense de richesse pour la couronne anglaise. Mais après un bref siège, la ville capitule devant les Français. Et avec la chute de Bordeaux, la guerre de 100 ans est effectivement terminée. Calais reste aux Anglais, mais Calais n'est qu'une ville, un remnant pathétique de ce qui aurait pu être un empire. En 1475, King Édouard IV d'Angleterre tente une dernière invasion de la France. Il se rend même avec une armée jusqu'à la ville de Troyes. Mais au lieu de combattre, il négociait. Le roi français Louis XI lui offre une énorme quantité de pièces d'or pour tout simplement partir. Édouard IV accepte le paiement et retourne en Angleterre. C'est l'épitaphe de la guerre de 100 ans, pas une grande bataille finale, mais un roi anglais acceptant de l'argent pour abandonner ses prétentions. Quand nous comptons les années, la guerre de 100 ans a duré 116 ans officiellement, de 1337 à 1453. C'est un conflit qui a consumé les vies de 6 générations d'hommes, depuis le jeune Édouard III jusqu'aux petits-enfants de Henri V. Et les conséquences de ce long conflit sont profondes et multiples. Pour la France, la guerre de 100 ans a été une tragédie transformatrice. Pendant le conflit, d'énormes parties du territoire français ont été dévastées. La région de la Normandie, le cœur de la puissance anglaise en France, a été littéralement saccagée. Les villages ont été brûlés. Les terres agricoles ont été détruites. Les populations ont fui. Et cela a continué pendant plus d'un siècle. Mais la victoire finale a cimenté quelque chose de fondamental, l'identité nationale française. Avant la guerre de 100 ans, la France était une collection vague de régions et de féodalités semi-indépendantes. Les nobles français se considéraient principalement comme des Normands, ou des Aquitains, ou des Bourguignons. Mais l'expérience partagée de rejeter une invasion anglaise pendant un siècle a créé quelque chose de nouveau, une conscience française commune. Jeanne d'Arc a embaudi cette conscience. Et après Jeanne, les Français n'ont jamais regardé en arrière. De plus, la reconquête de tous les territoires français a consolidé le pouvoir du roi français. La Bourgogne elle-même, autrefois une puissance quasi indépendante, a été progressivement absorbée dans la France. Le roi français s'est élevé au-dessus de ses rivaux féodaux. Et quand la guerre de 100 ans est terminée, la France est un État national consolidé d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Pour l'Angleterre, les conséquences ont été très différentes. La perte de ses grandes possessions continentales était une humiliation. Des nobles Anglais avaient dépensé leur fortune à conquérir et à tenir la France. Maintenant, ils n'avaient rien à montrer pour cela. Mais pire encore, la perte de l'Empire français a créé une crise politique intérieure. Les nobles Anglais qui avaient fait la guerre pendant un siècle retournaient à la maison, sans terre, sans prise, sans paiement. Et ils apportaient avec eux une tradition de conflit et de violence. Et c'est ici que nous voyons l'impact indirect mais direct de la guerre de 100 ans sur l'Angleterre. Une décennie après la fin de la guerre, en 1455, deux factions de la noblesse anglaise, la maison de York et la maison de Lancaster, commencent une querelle ouverte sur la succession au trône. Ce conflit allait durer 30 ans,
de 1455 à 1485, et allait causer plus de morts à l'intérieur de l'Angleterre qu'aucune des pires années de la guerre de Cent Ans. C'est la guerre des roses, nommée parce que les York ont adopté une rose blanche comme symbole et les Lancaster une rose rouge. Les nobles anglais qui avaient appris la guerre dans les champs de France maintenant tournaient leurs épées l'un contre l'autre. Les châteaux anglais qui avaient été maintenus pour des générations entre les mains d'une seule famille changeaient de propriétaire tous les quelques ans alors que les deux factions combattaient pour la suprématie. Et à chaque bataille de la guerre des Roses, une autre ligne noble s'éteindrait, une autre famille verrait ses terres confisquées, une autre génération de jeunes hommes verrait la mort. C'est une ironie terrible. L'Angleterre avait vaincu les Français à Crécy et à Poitiers et à Agincourt. Mais elle n'avait pas pu se vaincre elle-même. Et les leçons de violence qu'elle avait apprises dans la guerre de Cent Ans, elle les a portées à la maison et les a appliquées à sa propre destruction. En France, cependant, la situation était très différente. Oui, le pays avait souffert. Oui, il avait été appauvri par la guerre. Mais il avait aussi été forgé. Comme le fer forgé dans le feu devient plus fort, ainsi la France avait-elle été transformée par un siècle de conflits en quelque chose de plus grand et de plus fort qu'elle n'avait jamais été auparavant. Quand Louis XI devient roi de France en 1461, il hérite d'un pays qui a émergé victorieux d'une longue guerre. Le roi n'a plus besoin de compter sur les caprices des nobles féodaux. L'État français est fort. Le trésor royal a été reconstruit. Et bien que la Bourgogne reste techniquement indépendante, Louis XI s'arrange pour la détruire et l'absorber à la fin de son règne. Louis XI sera l'un des plus grands rois de France, non pas parce qu'il a conquis des territoires, mais parce qu'il a consolidé un État français fort et centralisé. Et c'est peut-être la plus grande leçon de la guerre de Cent Ans. C'était un conflit qui semblait au début comme si l'Angleterre était destinée à gagner. Jusqu'en 1429, il semblait possible qu'un roi anglais régnerait finalement sur la France. Mais la grande puissance continentale, même affaiblie et divisée, possédait certains avantages fondamentaux qui finalement l'emportaient. La France était plus grande. Elle était plus peuplée. Elle avait plus de ressources. Et surtout, elle avait plus à perdre et plus de raisons de se battre pour sa survie en tant qu'État. L'Angleterre, par contre, était une puissance insulaire. Elle dépendait de sa maîtrise des mers et de l'approvisionnement à partir d'outre-mer. Maintenir un empire continental était ruineux. Les nobles anglais qui faisaient la guerre en France dépensaient des fortunes pour tenir des châteaux et des villes. Et pourquoi? Pour des territoires qui ne pourraient jamais être vraiment intégrés à l'Angleterre, qui seraient toujours contestés, qui seraient toujours en rébellion. Au final, la géographie détermine le vainqueur. Un petit pays insulaire ne peut pas indéfiniment conquérir et tenir un continent contre la résistance de sa population indigène. C'est une leçon que les empires apprendront à nouveau et à nouveau au cours des siècles à venir. Mais les conséquences de la guerre de Cent Ans n'étaient pas limitées juste à la France et l'Angleterre. Ce long conflit a eu des ripples qui se sont propagés à travers toute l'Europe et qui ont continué d'affecter les relations internationales pendant des siècles. Premièrement, il y a la question de l'identité nationale. Avant la guerre de Cent Ans, la notion d'une nation-État n'existait pas vraiment. Vous aviez des royaumes, mais les loyautés étaient enchevêtrées, les nobles avaient des titres dans plusieurs pays, les frontières n'étaient pas fixes. Mais la guerre de Cent Ans a forcé la France et l'Angleterre à se définir elles-mêmes comme des entités distinctes et opposées. Les Français ont dû décider, êtes-vous français ou anglais? Et même pour les nobles français qui avaient des possessions anglaises, ou qui étaient liés par le mariage à la noblesse anglaise, la réponse est devenue progressivement claire. Vous êtes français. Et cette clarté a créé les fondations de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme les nations-États modernes. Deuxièmement, la guerre de Cent Ans a tué l'ancienne chevalerie féodale. Avant ce conflit, la chevalerie était considérée comme la forme de guerre parfaite. Les chevaliers lourdement armés montés sur des chevaux de guerre étaient la pointe de la lance de toutes les armées. Mais les archers anglais avaient montré une et une deuxième fois que vous pouviez détruire la meilleure chevalerie en Europe avec des paysans entraînés armés d'arcs longs. C'est un message que les militaires européens ont compris. Au lieu d'investir dans des chevaliers coûteux, vous investissiez dans des soldats de métier bon marché et de l'infanterie disciplinée. Et cela a conduit à des changements énormes dans la structure militaire. Au lieu de féodaux levant des milices, vous aviez des armées permanentes. Au lieu de chevaliers qui combattaient selon un code d'honneur, vous aviez des soldats professionnels qui combattaient pour la paix. Et cette professionnalisation a créé des armées plus grandes, plus disciplinées et plus meurtrières. Le monde médiéval avait commencé à se transformer en monde moderne. Troisièmement, la montée de la monarchie centralisée. Avant la guerre de Cent Ans, les rois européens avaient peu de pouvoir réel.
Leur autorité dépendait du soutien des grands nobles féodaux. Mais une guerre prolongée comme la guerre de Cent Ans nécessitait une mobilisation massive de ressources. Vous aviez besoin de taxer le peuple. Vous aviez besoin d'une administration de bureaucrates pour collecter ses impôts. Vous aviez besoin d'une chaîne de commandement claire. Et tout cela a joué en faveur du roi par rapport aux nobles féodaux. Après la guerre de Cent Ans, les rois de la France étaient puissants comme jamais auparavant. Ils pouvaient lever des impôts sans approbation noble. Ils pouvaient commander des armées énormes. Ils pouvaient dicter la politique étrangère sans opposition. Et cette trajectoire vers la monarchie absolue allait continuer pour un autre siècle et demi jusqu'à ce que vous arriviez à quelqu'un comme Louis XIV, qui allait incarner l'absolutisme royal à son apogée. Quatrièmement, et peut-être le plus important, il y a Jeanne d'Arc. Jeanne n'a pas simplement gagné une bataille ou deux. Elle a symbolisé quelque chose de nouveau, l'idée que le peuple d'une nation avait une connexion spirituelle avec leur pays, que la défense de ce pays était un devoir religieux, que vous pouviez mobiliser des masses entières autour d'une cause nationale. Cela semble peut-être évident pour nous aujourd'hui, mais en 1429, c'était révolutionnaire. La plupart des guerres étaient combattues par des élites pour des raisons d'élite. Le peuple était simplement des sujets qui se battaient au service de leur seigneur. Mais Jeanne a montré que le peuple lui-même pouvait être le cœur de la cause. Et c'est cette idée de nationalisme, l'idée que les gens d'une nation partagent une connexion spirituelle, une cause commune, une raison de se battre ensemble, qui allait devenir la force dominante de la politique mondiale pour les 500 prochaines années. Chaque révolution, chaque grande guerre de conquête, chaque appel à l'action politique aurait un élément de nationalisme. Et Jeanne d'Arc, une paysanne analphabète qui entendit des voix et qui enflamma la conscience française, avait ouvert la voie. Si vous me demandez de résumer la guerre de 100 ans en une phrase, je dirais ceci. C'était le conflit qui a créé le monde moderne. C'était le moment où les anciennes loyautés féodales se sont brisées et où les nouvelles nations-États ont émergé. C'était quand la vieille chevalerie a été remplacée par le soldat professionnel. C'était quand la centralisation monarchique a vaincu le féodalisme. Et c'était quand une jeune fille ordinaire a montré que les mouvements populaires pouvaient plier l'histoire à leur volonté. C'était aussi un conflit incroyablement brutal et dévastateur. Des villes entières ont été saccagées. Des générations de jeunes hommes ont été tués. Des régions prospères ont été transformées en terres stériles. La Normandie, autrefois l'une des régions les plus riches de France, a été si complètement détruite qu'il a fallu un siècle entier pour qu'elle se récupère. Les populations locales ont souffert indescriptiblement. Et c'était une guerre qui a montré le meilleur et le pire de la nature humaine. Le meilleur, le courage, le sacrifice, la capacité à se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Et le pire, la destruction senseless, la gratuité du meurtre, la manière dont les puissants sacrifient les faibles pour leurs ambitions personnelles. Mais peut-être que la leçon la plus importante de la guerre de 100 ans est celle-ci, que la géographie, c'est-à-dire la réalité matérielle du monde, impose finalement des limites sur ce qui est possible politiquement et militairement. L'Angleterre, aussi puissante soit-elle, ne pouvait pas indéfiniment dominer un continent continental contre la volonté de sa population. Et cette leçon a résurrection à nouveau à travers l'histoire. Les empires qui tentent d'étendre leur contrôle loin de leur base naturelle de puissance invariablement rencontrent la résistance des populations locales et finissent par se retirer ou être expulsés. Jeanne d'Arc n'a pas remporté la guerre de 100 ans seule. Elle n'aurait pas pu. Elle a eu besoin de généraux français, de soldats français, de populations françaises qui ont supporté la cause française. Mais elle a cristallisé quelque chose. Elle a transformé ce qui aurait pu être simplement une lutte intestinale pour le pouvoir entre nobles rivaux en une guerre de défense nationale. Et c'est ce changement de perspective qui a finalement tourné la marée. La guerre de 100 ans aussi montre le coût humain du conflit. Ceux qui prennent les décisions de faire la guerre ne sont généralement pas ceux qui la combattent ou qui en souffrent. Édouard III, assis confortablement en Angleterre, a ordonné l'invasion de la France. Mais les hommes qui ont combattu et les villageois dont les récoltes ont été détruites ont payé le prix. Et cette dynamique, où les puissants déclenchent la violence et les impuissants la subissent, est peut-être la réalité la plus constante de la guerre. Et pourtant, même avec tout le coût et la destruction, il y a quelque chose dans la guerre de 100 ans qui capture l'imagination. Peut-être parce qu'elle se joue à l'échelle d'une vie humaine. Ce n'est pas un conflit abstrait qui dure des siècles. C'est un conflit qui commence quand le père d'un homme est roi et qui se termine quand le fils de cet homme rentre à la maison, vieux et brisé. C'est une guerre que quelqu'un peut voir se dérouler sur toute une vie. Et c'est une guerre qui a des personnages mémorables. Édouard III, le jeune roi qui rêve de conquête. Le prince noir, le guerrier parfait qui meurt trop jeune. Bertrand du Guesclin,
le chevalier français qui comprend que vous ne pouvez pas combattre l'honneur, vous pouvez seulement combattre l'ennemi. Henri V, le roi guerrier qui est à un cheveu de conquérir un continent entier. Et Jeanne d'Arc, la jeune fille dont la conviction inébranlable change le cours de la direction historique. Ce sont les raisons pour lesquelles nous nous souvenons de la guerre de 100 ans. Ce n'est pas simplement une liste de batailles et de dates. C'est une histoire humaine d'ambition, de courage, de tragédie et de transformation. C'est l'histoire de comment les peuples et les nations se battent pour la survie et pour l'identité. Et c'est l'histoire de comment les individus ordinaires, une jeune fille paysanne, des archers entraînés, des soldats professionnels, peuvent changer le cours de l'histoire. Si vous avez apprécié l'exploration de ce conflit fascinant et complexe, je vous demande de vous donner un coup de pouce et de vous abonner à ma chaîne. Nous explorons ensemble ces histoires oubliées, ces moments cruciaux qui ont façonné le monde dans lequel nous vivons. Et si vous vous demandez où vous écoutez depuis le Québec, depuis la France métropolitaine, depuis la Suisse, ou depuis n'importe quel coin du globe, commentez ci-dessous. J'aime savoir que ces histoires médiévales résonnent avec des gens à travers le monde, connectés par cette curiosité partagée sur notre passé commun. La guerre de 100 ans n'a peut-être duré que 116 ans, mais son impact a duré un millénaire. Nous vivons toujours dans le monde qu'elle a créé. Merci d'avoir regardé, et je vous vois dans la prochaine histoire.